Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en général d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estève Diemin, je suis entrepreneure et fondatrice de Plume Biz. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation des collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec ce live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui vont partager avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Aujourd'hui, je reçois Audrey Sanchez. Audrey, tu es avocate en droit social à Paris 16e. Tu accompagnes au quotidien des dirigeants et des directions des ressources humaines de sociétés françaises et de groupes internationaux dans la gestion de leurs relations de travail individuelles ou collectives, de la mise en œuvre de politiques sociales à la restructuration d'entreprises. Notre sujet, l'absentéisme, comment le gérer efficacement. Alors, Le Figaro titrait mi-septembre dernier, l'absentéisme a atteint un niveau record en 2022. Si le phénomène a explosé lors de la pandémie de Covid en 2020 et 2021, le retour à la normale tarde à se faire sentir, voire le phénomène s'aggrave. Pour enfoncer le clou, le 15e baromètre de l'absentéisme et de l'engagement réalisé par Hemming et AG2R Mondiale montre que la part des salariés ayant été absents au moins une fois dans l'année atteint en 2022 47%, un niveau record autant le dire. En 2020, en pleine crise Covid, le chiffre n'était que de 41%. Le taux d'absentéisme est en hausse de 21% par rapport à l'avant-pandémie. Pour une population active française d'environ 22 millions de salariés en CDI, cela représenterait plus de 1,5 million de personnes absentes toute l'année. On peut aisément imaginer l'impact majeur sur l'organisation des entreprises. Ce problème de l'absentéisme est lié à de très nombreux facteurs, mais ce n'est pas notre sujet du jour. Aujourd'hui, nous nous attacherons à mieux comprendre comment les différentes sortes d'absences peuvent être gérées. Audrey, peux-tu nous préciser ce que l'on entend déjà par absentéisme? Oui, bien sûr, Corinne. Eh bien, il s'agit des situations dans lesquelles le collaborateur ne se présente pas à son poste de travail. Alors, on pense bien évidemment aux salariés placés en arrêt de travail, notamment pour maladie, mais cela peut être aussi une absence sans justificatif, parfois assimilable à un abandon de poste. À ce titre, je rappelle la loi du 21 décembre 2022, dite loi marché du travail, qui a instauré une présomption de démission en cas d'abandon de poste volontaire du salarié. Sacré sujet d'ailleurs, cet abandon de poste et pas forcément très clair pour tout le monde, ni les dirigeants ni les RH. Alors la Et gestion surtout un sujet, j'ai envie de dire, Corinne, un sujet en réalité, assurance chômage, hein, finalement. Puisqu'on sait très d'accord. bien qu'en cas de démission, le collaborateur, ne sera pas, supporté par l'assurance chômage. Ah OK, intéressant, intéressant à investiguer comme un prochain Effectivement. alors la gestion de l'absence d'un collaborateur est une tâche importante pour assurer la continuité des opérations au sein de l'entreprise, hein. De plus, il existe différents types d'absence. Peux-tu nous brosser le décor? Oui, alors l'absence justifiée, c'est-à-dire celle qui va suspendre le contrat de travail, permet sous certaines conditions, de bénéficier du maintien de sa rémunération. Elle exclut bien évidemment toute sanction disciplinaire et donc elle résulte nécessairement d'un arrêt de travail. Alors cet arrêt de travail, il peut attester soit d'une maladie simple, soit d'un accident du travail, soit d'une maladie professionnelle. À l'inverse, l'accident du travail en tant que tel, ou le classement par exemple en invalidité, ne permet pas de justifier l'absence du salarié. Donc comme je le disais, il faut impérativement un arrêt de travail. D'accord, merci. Donc l'invalidité ne suspend pas le contrat de travail du salarié, on est bien d'accord? Non, c'est ça. L'invalidité, c'est une notion qui relève du droit de la sécurité sociale et en fait, elle n'a aucune incidence directe sur le contrat de travail.
Donc l'état d'invalidité, c'est apprécié uniquement par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. Il est constaté lorsqu'il réduit au moins des 2 tiers la capacité de travail et effectivement, le plus souvent, l'invalidité est prononcée après un arrêt de travail de longue durée, mais il peut également, être prononcé en cours d'exécution du contrat de travail. Donc on a 2 cas, le classement en invalidité qui va intervenir lorsque le salarié est présent dans l'entreprise, qu'il exerce ses fonctions et le contrat de travail continue d'être exécuté. Ce classement n'entraîne donc aucune obligation particulière pour l'employeur. En revanche, si le salarié est absent de l'entreprise au moment de son classement en invalidité, ça va être les règles de droit commun sur les absences et sur l'inaptitude notamment qui s'appliquent. D'accord. Alors, mais dans ce cas, le collaborateur reconnu invalide ne peut nécessairement plus poursuivre son activité professionnelle, en tout cas à l'identique. Oui, en effet, ce n'est pas la reconnaissance de son invalidité, qui va conduire pour autant l'employeur à adapter son poste, mais ça va résulter d'un avis rendu par le médecin du travail, le plus souvent dans le cadre d'une visite de reprise qui est obligatoire, je le rappelle, après un congé maternité, une absence pour maladie professionnelle, une absence d'au moins 30 jours pour accident du travail ou une absence d'au moins 60 jours pour accident ou maladie non professionnelle. Donc, cette visite de reprise, elle a notamment pour objet de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le salarié est compatible avec son état de santé. Il permet également, enfin, cette visite de reprise permet également d'examiner d'éventuelles possibilités d'aménagement ou d'adaptation du poste dans le cadre de la reprise ou à l'inverse, d'émettre un avis d'inaptitude, c'est-à-dire que le collaborateur n'est plus apte à exercer son emploi dans l'entreprise et enfin, sans aménagement possible. D'accord, mais alors du coup, ça implique quoi cet avis d'inaptitude pour l'employeur? Alors, l'employeur, lorsqu'il a un avis d'inaptitude, il doit, sauf exception, procéder à une recherche de reclassement. Avant d'engager cette recherche de reclassement, l'employeur peut, et d'ailleurs c'est même recommandé, communiquer un questionnaire de reclassement au collaborateur afin qu'il exprime d'éventuelles restrictions, notamment sur le périmètre de son reclassement. C'est-à-dire que souvent le collaborateur n'envisage pas un déménagement, il a sa vie familiale, ses contraintes personnelles, et donc il inscrira sur le questionnaire que il n'envisage pas de reclassement en dehors voilà, de son lieu d'habitation, du périmètre le plus proche de son habitation. C'est également possible et même j'ai envie de dire utile de se rapprocher du médecin du travail si on a besoin d'obtenir des précisions sur le poste de reclassement. Et il faut évidemment pas hésiter à relancer le médecin du travail si ce dernier ne répond pas. Parce que l'employeur doit démontrer qu'il a mené une recherche de reclassement effective et sérieuse. Une fois qu'il a tous ces éléments, l'employeur va regarder les postes disponibles dans son entreprise qui sont compatibles avec les préconisations de reclassement du médecin du travail. Il va également devoir interroger les autres sociétés du groupe, si son entreprise appartient à un groupe, qui sont uniquement celles situées en France et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de toute ou partie du personnel. Donc, dans le cadre des échanges qu'il va mener avec les autres sociétés du groupe, l'employeur va procéder à une recherche personnalisée. Il va préciser l'ancienneté, le niveau, la compétence du salarié et il va devoir également s'assurer qu'un retour écrit est apporté à chaque demande émise. Donc cette procédure, c'est vrai, voilà, telle que je la présente et c'est exact, hein, dans les faits, elle est très fastidieuse, notamment dans les grands groupes de sociétés, parce qu'elle doit être menée avec rigueur et qu'il ne suffit pas, de présenter, à quelques entreprises du groupe, cette demande de reclassement. Il faut vraiment que chaque société du groupe, soit interrogée et fasse un retour sur la disponibilité des postes. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'en cas de contentieux, les registres du personnel de chacune des sociétés devront être produits et donc il faudra justifier qu'il n'y avait aucun poste disponible, qui aurait été pourvu par un autre collaborateur pendant cette procédure de recherche et à défaut, si on démontre si en contentieux, le collaborateur, parvient à démontrer qu'il y a eu un défaut dans l'obligation de reclassement, bah, le salarié qui aura été licencié pour inaptitude parce qu'on n'a pas eu de poste de reclassement à lui proposer, il pourra soit être réintégré, soit obtenir une indemnité d'au moins 6 mois de salaire. Donc vraiment, comme je dis, c'est une recherche qui effectivement peut s'avérer fastidieuse, mais qui est nécessaire et qui doit être vraiment menée avec sérieux, pour aller jusqu'au bout de la procédure. Bien évidemment, le but est de pouvoir identifier, un certain nombre de postes de reclassement
à proposer aux collaborateurs. Donc après avoir mené l'ensemble de ces recherches de reclassement, l'employeur va consulter son CSE sur ses offres, puis il va communiquer aux salariés les propositions de reclassement, ou bien il va l'informer à défaut qu'il n'a pas identifié de poste disponible à lui proposer. Dans le cas où il y aurait proposé des postes, si le salarié les refuse et qu'aucun autre poste n'est disponible, l'employeur pourra procéder au licenciement pour inaptitude du salarié. D'accord, et donc là, tu parles de sociétés qui sont, des filiales de groupes ou, donc ce sont les cas les plus complexes parce que potentiellement il y a plus de places, de reclassement en fait. Mais sur des petites structures, des PME où de fait on ne peut pas, trouver un autre poste, là on peut arriver plus rapidement à la procédure en fait de licenciement ou à la Oui, ou à la proposition de poste de reclassement. Bien évidemment, plus, l'entreprise est à taille réduite et plus les recherches de reclassement, vont être faites dans un temps beaucoup plus, encadré, beaucoup plus limité. En tout état de cause, quelle que soit la situation, PME ou grand groupe, il faut mener cette recherche, avec loyauté et regarder au niveau de l'entreprise, heu et comme je disais, au niveau des entreprises du groupe, s'il y en a, si tu es en France, s'il y a cette possibilité de trouver un poste. Mais effectivement, la procédure sera, beaucoup plus courte dans le cas d'une PME. D'accord, merci. Alors, le coût pour la sécurité sociale est majeur, hein, de cet absentéisme. Le gouvernement a tapé du poing sur la table il y a, quelques jours. En cas de suspicion d'abus, l'employeur peut-il vraiment avoir recours à des contrôles? Où commence et où finit finalement le rôle de l'employeur? Bah, oui, il le peut. Il peut avoir recours à des contrôles. Alors dans ce cas-là, il lui appartient de contacter un organisme spécialisé qui a pour habitude d'organiser avec un médecin son réseau la visite médicale au domicile du collaborateur. Donc c'est vraiment très simple comme procédure. Il suffit de fournir à cet organisme un arrêt de travail en cours et l'organisme peut en principe intervenir assez rapidement, habituellement en moins d'une semaine. Mais en pratique, de nombreuses entreprises, y sont réticentes parce que si le contrôle confirme la réalité de l'incapacité du salarié à travailler, compte tenu de son état de santé, cette mesure de contrôle pourrait s'analyser comme une forme de harcèlement. Donc on est vraiment dans une recherche d'équilibre et par ailleurs, ça peut parfois être délicat de toucher le collaborateur qui bénéficie d'un arrêt avec, sortie autorisée sans restriction d'horaire. Même si, les organismes ont l'habitude de ce type de situation et peuvent, prévoir des passages, sur rendez-vous fixés avec le salarié. D'accord, merci pour la précision en fait d'amalgame avec la un possible harcèlement. Alors Non, le c'est désengagement. vrai que dans les faits, Corinne, on est vraiment dans cette recherche d'équilibre. C'est-à-dire que si le contrôle effectivement, à l'issue de ce contrôle, il s'avère que le collaborateur, dispose d'un arrêt, de travail non justifié, effectivement, on aura un levier, notamment, enfin, pour récupérer les IJSS indûment versés et la partie employeur. Mais à l'inverse, voilà, on présume que l'arrêt de travail est justifié et à partir de là, faire ce contrôle peut, être assez déstabilisant pour le collaborateur et peut potentiellement, rendre encore plus difficile, la situation et peut la rendre plus difficile à gérer, en fait. Donc c'est vraiment à manier, au cas par cas, j'ai envie de dire. C'est vraiment un travail au cas par cas avec un travail, des pour et des contre, à mettre en balance. D'accord. Alors le désengagement croissant et la santé mentale fragile des salariés français seraient en cause d'après les dernières études. De plus, le vieillissement de la population active serait responsable, je dis bien serait responsable d'un volume d'arrêts longs en hausse. Quant aux jeunes, ils auraient plus facilement recours à l'arrêt maladie. Qu'en penses-tu? Ah, je pense qu'il y a des raisons, multifactorielles à l'absentéisme. Dans la plupart des cas, en tout cas, l'employeur a un rôle à jouer, à la fois de prévention et de réaction. La négociation obligatoire sur la qualité de vie et les conditions de travail des salariés, c'est un levier possible. Certaines entreprises ont recours au baromètre d'opinion qui permet de mesurer l'état d'esprit des salariés. Et au final, c'est assez banal à dire, mais la communication d'un manager auprès de ses équipes fait toujours la différence. Après, sur le sujet du vieillissement, je pense aussi que la négociation collective sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est l'occasion de mettre en place un certain nombre de dispositifs d'accompagnement vers la retraite, comme le congé de fin de carrière ou le temps partiel senior.
Un sujet sur lequel on reviendra, dans notre série. Notre live se termine. Un immense merci à tous d'avoir été présents pour cette discussion enrichissante sur l'épineux sujet de l'absentéisme et de sa gestion. Un grand merci à toi, Audrey, pour toutes ces précieuses informations que tu as bien voulu partager avec nous. Nous avons bien noté vos questions et nous vous répondrons dans les prochains jours. Ne vous inquiétez pas, ne manquez pas notre prochain rendez-vous Bibuzz. En attendant, vous pouvez retrouver nos articles et les enregistrements de nos lives sur notre blog Plume & Biz et sur notre chaîne YouTube. Prenez soin de vous, à très vite!